Vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de la Mauritanie? La Mauritanie, ce pays sorti un peu de... Bon, on ne sait pas trop d'où c'est sorti. Je vous ai dit qu'il y a des événements que moi-même j'ai vécu et il y a des événements qui sont passés avant moi. Avant moi, il faut reconnaître, vous les jeunes qui ne savez peut-être pas ça, qu'avant l'arrivée du colon français, vers les années 1900, il y avait des empires ici. Il y avait ce qu'on appelait l'empire du Ghana. On ne savait pas ses frontières, mais il paraît qu'il prenait presque toute la Mauritanie, une partie du sud algérien, etc. Aoudagos, c'est sa capitale, elle est Ohod, etc. Il y avait ce qu'on appelait aussi le royaume Tekrour, ou Fouta Toro, qui venait jusqu'au nord du Sénégal. Et au nord, ça c'est entre le 3e et le 13e siècle, je crois. Après, vers le 11e siècle, il y a ce qu'on appelle les Almoravides qui sont venus, c'est des Berbères, Sanhaja, qui habitaient aussi le nord de la Mauritanie, le sud marocain, le sud algérien. Et ce sont justement les Almoravides qui ont mis fin à l'empire de Ghana et par conséquent à l'empire du Tekrour. L'empire du Tekrour qui s'est islamisé vers le 13e siècle aussi. Donc, après, il y a eu les Hassan arabes qui sont venus vers le 15e siècle. Et après, ils ont trouvé les Sanhaja ici, les Berbères, ils les ont dominés, colonisés, et ils leur ont appris l'arabe et tout ça. Et après, vers le 19e siècle, sont venus les Français, les colonisateurs français. Ils étaient déjà au Sénégal un siècle avant, et en Algérie. Et il fallait pour eux relier leur colonie Sénégal-Algérie, il fallait trouver un moyen de les relier. Et parallèlement à cela, leurs explorateurs, les Français qui venaient en explorateur, comme Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors les explorateurs français ont découvert que la Mauritanie a du cuivre à Agjust et a du fer au Tirizemour, à Zouérat. Et donc, ça fait un autre intérêt pour la France de relier l'Algérie au Sénégal. Bon, cette terre-là, qu'on appelait la Mauritanie, c'était une terre un peu libre, quoi. Il n'y avait pas de frontières et il n'y avait pas de gouvernement central. Il y avait quelques émirs qui étaient là, émir de l'Adra, émir du Tagan, émir du Trarza, émir du Brakna. Sinon, les gens, ces émirs-là, ils pouvaient diriger la zone dans laquelle eux-mêmes ils sont, c'est-à-dire la ville où ils sont, ou la région un peu, mais ils n'ont pas une autorité sur l'ensemble de cette zone. C'est pourquoi il y avait un laisser-aller, ce qu'on appelle la Seiba, un laisser-aller, les plus forts tuaient les plus faibles, ils lui enlevaient son bétail, etc. Les systèmes d'esclavage, les gens partaient en caravane pour tomber sur un village, ils prennent les gens, ils en font des esclaves, ils prennent leur bétail et tout ça. Et donc, quand les Français ont décidé de venir en Mauritanie, d'abord ils ont fait avec le commerce, ils ont commencé par le commerce, ils n'ont pas commencé par coloniser les gens comme ça, ils ont commencé avec le Mir du Traza, faisant du commerce de la gamme arabique. Après, ils sont passés voir, le grand saint, le Cheikh Sidiya, qui est à Boutilimit, parce que les Mauritaniens qui vivaient dans cette grande terre-là se posaient la question, est-ce qu'il faut laisser les Français rentrer en Mauritanie ou pas? Parce qu'ils disent que les colons sont des chrétiens, donc ils ne doivent pas rentrer en Mauritanie. Ils sont allés voir Cheikh Sidiya, le grand, et lui, il a fait une fatwa pour dire qu'il vaut mieux que les Européens et les colonisateurs chrétiens entrent en Mauritanie et instaurent la paix, plutôt que de laisser les gens qui se disent musulmans s'entretuer entre eux. Et donc il a fait cette fatwa, et c'est elle qui a permis, qui a encouragé les Français à avancer en Mauritanie. Ils sont entrés en 1901 dans l'émirat de Trarza, 1903 ils sont au Brakna, 1905 ils sont arrivés à Tijbija au Tagan, et c'est là où le colonel Kapolani qui dirigeait qui était le gouverneur désigné comme gouverneur de l'Adra, c'est là où il est tué par un groupe de djihadistes mauritaniens, ils sont venus le tuer à Tijbija. Et 1905, donc après, il a été remplacé par le colonel Gourou.
lesquels lui, il a fait une... Parce que les plus grands dissidents sont les dissidents qui viennent du Nord, qui viennent de l'Adrar, qui viennent du tourisme, qui viennent surtout du Rio de Oro, parce que là-bas, il y avait le Cheikh Mel'Aini, c'est lui qui a encouragé les gens à faire les djihad contre le colon. Et donc, il y a eu beaucoup d'attaques contre les Français depuis qu'ils sont rentrés en Mauritanie, que ce soit au Trarza, au Brakna, au Tagan. Et eux, ils voulaient remonter, au fur et à mesure, ils cherchaient à remonter. Et les plus grands problèmes qui se posaient pour eux, c'était de conquérir l'Adrar. Et c'est pourquoi, quand Capolani est décédé, est mort, ils ont pris une grande colonne, ils ont amené des blindés, des mitraillettes pour la première fois en Mauritanie, alors que les Mauritaniens sont à dos de chameau, ils ont des petits, les vieux fusils là, qui tirent à quelques 10 mètres, là, même pas. Donc, et ils ont réussi à pénétrer l'Adrar vers 1909, fin 1908, début 1909, janvier 1909, ils sont venus à Attar. Leur premier contingent, quoi, ils sont venus à Attar. Et le colonel s'est adressé à la population, il a pris une jama'a. L'émir de l'Adrar, lui, il était résistant avec ses groupes, ils étaient là dans les campagnes, ils faisaient des attaques sur les Français au fur et à mesure qu'il avançait. Alors, le colonel s'est adressé à la population de ce qu'on appelle la Jama'a, l'assemblée des gens de l'Attar, et il leur a dit que les Français ne sont pas venus pour changer la religion des gens qui sont là-bas, ils ne sont pas venus pour changer leurs habitudes ou leur mentalité, ils sont venus juste pour faire la paix et pour commercer, quoi, ou quelque chose comme ça. Donc les gens ont accepté, ils ont signé avec un pacte, comme quoi les Français n'interviennent pas dans la vie religieuse surtout des gens, et comme ça, depuis donc 1909, ils sont arrivés à Attar, mais ils n'ont pas pu s'installer convenablement, parce qu'il y a toujours des résistances, surtout l'émir. L'émir, le dernier émir de l'Adrar, c'est Ahmed el-Ahmed el-Aïd. Il a été arrêté une première fois à Tija lors d'une attaque. Il a été amené à Saint-Louis comme prisonnier. Après, ils l'ont libéré, espérant qu'il va arrêter. Mais quand il est revenu, il a pris encore les armes contre eux. Donc, et c'est seulement après sa mort, vers 1932, quand ils l'ont attaqué, il est mort les armes dans la main. Il voulait partir, quitter complètement, aller en dehors de la Mauritanie, vers l'Algérie ou l'Égypte. Mais ils l'ont suivi et il a eu des accrochages avec eux. Ils l'ont tué en 1932. Et c'est en 1932 qu'ils ont réussi à mettre la main sur l'ensemble de l'Adrar et sur l'ensemble de la Mauritanie pratiquement. Et donc, ils ont commencé à envoyer à Attar des forces coloniales. Ils les ont installés à Attar parce qu'ils trouvent qu'Attar est à peu près à mi-distance entre Tindouf de l'Algérie et Saint-Louis du Sénégal, parce que c'est Saint-Louis du Sénégal où il y avait leur administration. Donc ils ont installé leur grande base militaire à Attar à partir de 1932, juste lorsque un peu avant 1932, parce qu'ils avaient quand même rassemblé des forces pour aller tuer l'émir et pour arrêter le mouvement de la résistance, quoi, là. Et donc, à partir de là, ils ont commencé, ils ont créé ce qu'on appelle une médersa, la troisième du genre en Mauritanie, parce qu'ils ont créé une première médersa à Boutilimit, quand ils ont eu le vétois de Cheikh Sidia. Ils ont créé une à Kayedi, parce que les gens du fleuve et les gens du Sénégal sont presque sont plus avancés, parce qu'ils commerçaient déjà avec le colon et tout ça. Et la région du fleuve a été facile pour le colonisateur pour s'installer à Matam, à Bogué, et surtout à Kayedi. Ils ont installé une première médersa. La médersa, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, médersa, ça veut dire l'école. Mais ils n'ont les médersa, pour eux, pour le colon, elle est faite pour recevoir les fils des chefs.
des tribus. Parce qu'eux, ils veulent garder le système classique, le système traditionnel social. Ils veulent le garder, donc ils veulent prendre les fils des chefs pour qu'ils leur servent d'interprètes. Et voilà, et de soutien local. Parce que déjà, dès qu'ils sont rentrés vers 1903 au Brakna et au Trarza, ils ont commencé à recruter les fils des chefs, à les envoyer dans des écoles et à être leurs interprètes et tout ça. Et ce qu'on appelle les goumiers, ils les ont installés dans l'armée française. Et ce sont eux justement qui les renseignaient, qui les guidaient, qui les orientaient donc ils ont créé la première médersa à Ta, dans le quartier sud qu'on appelle Kanawal. C'est mon quartier de natal, c'est là où je suis né. Donc cette première médersa, c'est elle qui a formé tous les anciens administrateurs du Nord. Les anciens camps, Ma'awi, Sid Ahmed tous les anciens, le Silibab, l'Allaf qui était ministre, Mohamed Fall, tous ces gens qui étaient les premiers cadres, de la Mauritanie, ont été formés à cette école. Parallèlement à cette école, ils ont ouvert des petites écoles modernes, c'est comme les écoles maintenant, les écoles publiques où on peut envoyer les fils des goumiers, les fils des cuisiniers, les gens ordinaires. Voilà, à partir donc de cette date, ils ont conquis la Mauritanie. J'ai oublié de dire que déjà en 1920, c'est-à-dire quand ils ont conquis l'Adrar et conquis, c'est-à-dire ils sont installés un peu, ils ont vu qu'il y a du minerai de cuivre à Juste et qu'ils ont décidé finalement de s'installer, ils ont fait ce qu'on appelle en 1920, ils ont décidé que la Mauritanie soit un territoire sous protectorat. C'est-à-dire, avant, c'était un truc qui était délaissé. Mais maintenant, ils ont tracé ces frontières, justement, comme ça, sur une carte. Ils ont mis la rive droite du Sénégal, et aller jusqu'à... Même les Hod, là, n'étaient pas là-dedans. Hod Charpé, voilà, ils appartenaient au Mali, au Soudan. Donc, eux, ils ont fait la première carte comme ça, sans les deux Hod, et jusqu'à Tindouf, en Algérie, quoi. Et côté Sahara, ils se sont arrêtés au niveau de la Mauritanie, au niveau de Fort Gouro, au niveau de Vdeirik, de Zouerat, quoi. Parce que, et il a fallu que, parce que cette partie-là aussi, l'Espagne a dit que c'est une partie qui ouvre sur l'Atlantique. Et les Espagnols ont dit qu'ils ont colonisé ça avant, ils sont installés avant les Français. Il fallait donc que les Français fassent un accord avec les Espagnols pour que les Espagnols gardent la petite portion qu'on appelle le Sahara occidental maintenant, et le reste est revenu à la France. C'est pourquoi il y a maintenant ce qu'on appelle le Sahara occidental entre nous et le Maroc. Et le Sahara occidental donc, est sous colonisation espagnole, alors que la Mauritanie est devenue colonie française, donc reliée avec le Maroc et avec l'Algérie, qui sont déjà des colonies françaises. Voilà, grosso modo. Donc, et quand il y a eu cet État, quand 1920 est devenu sous protectorat, en 1958, il y a eu ce qu'on appelle la loi cadre, que le général de Gaulle a décidé, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de contestation. Les grands dirigeants, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, L'Haj, Sékou Touré, Modibo Keïta, tous ces gens-là étaient à l'époque des jeunes, et des jeunes qui voulaient l'indépendance pour leur pays. Mokhtar Ould Daddah fait partie. Et donc, la loi cadre, par laquelle la France décide de dire allez, Africains, vous allez voter. Ceux qui veulent rester sous protectorat français, qu'ils le disent. Ceux qui veulent se détacher n'ont qu'à le dire. Et parmi les Africains, il n'y a qu'Ahmed Sékou Touré qui a dit non. Les populations ont dit non, on ne veut plus de la France. Et puis, donc, il les a chassés, il a fait des relations avec les Russes. Mais les autres pays kamlin, ils ont accepté l'indépendance octroyée, ce qu'on appelle octroyée. Donc, et c'est dans ce cadre-là que nous, on a proclamé notre indépendance.